Bonjour, je suis Sophie Ricard et bienvenue au bulletin de nouvelles Max Info du 23 janvier 2015. En manchette cette semaine, la Régime débute les navettes de liaison aux arrêts d'Orléans Express, les fonds de visibilité Northland Power et Quartier Énergie éolienne, les bibliothèques de Mont-Louis et de Gros-Morne font peau neuve, bilan de l'opération Vaccin de la Sûreté du Québec, un vif succès pour le 18e téléradioton de la ressource et le Musée de la Gaspésie lance sa toute première application mobile. Bonne émission! Depuis le 18 janvier dernier, les utilisateurs d'Orléans Express peuvent dorénavant compter sur un service de navette afin de rejoindre les points d'embarquement du transporteur. La Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, la Régime, a mis en place un service de navette dans le but de favoriser les déplacements vers les arrêts d'Orléans Express. Ces navettes permettront de minimiser l'impact du changement de service d'Orléans Express, qui a diminué le nombre d'arrêts réalisés en Gaspésie pour que ces trajets deviennent semi-express. Les passagers arriveront une quinzaine de minutes avant le passage de l'autocar d'Orléans Express et à leur retour, la navette les attendra à l'arrêt d'Orléans. Le service de navette sera disponible 7 jours sur 7. L'implantation du service de navette a été rendue possible grâce au soutien du ministre des Transports du Québec. Le 18 décembre dernier, le ministre des Transports, M. Robert Poiti, annonçait un investissement financier de 530 000 $ afin de permettre à la Régime de mettre en place ce nouveau service. Le directeur de la Régie, M. Antoine Audet, explique comment, malgré des délais très courts, l'organisme a réussi à réaliser cette initiative. Je vous dirais que ça a été un défi de taille pour nous autres, là, parce que, dans le fond, quand on a appris la diminution de la desserte d'Orléans Express sur le territoire, on a toujours prétendu pouvoir faire partie de la solution, mais qu'on avait besoin que le gouvernement change la donne en termes financiers ou légal, parce que, bon, on pouvait pas nécessairement, on n'avait pas les ressources pour mettre en place des navettes à même, je dirais, les ressources financières actuelles de la Régie. C'est toujours montré disponible. On avait fait des approches auprès du ministère des Transports du Québec en leur signifiant qu'on souhaiterait travailler avec eux à la mise en place d'une solution. Et on a pu compter sur leur appui à la fin du mois de novembre. Donc, où ils ont dit qu'ils ont mis en place une espèce de fonds d'urgence, un fonds spécial pour pallier aux diminutions de services du transport interurbain partout au Québec. Donc, pour trouver des solutions alternatives. Et donc, vraiment, on s'est mis à pied d'œuvre, nous autres, très rapidement, là, avant les fêtes, je dirais, travailler avec notre réseau de transporteurs sur le territoire, parce qu'il faut savoir que la Régie, on a des contrats de transport octroyés à 6 entreprises sur le territoire de la Gaspésie. Donc, on a vraiment travaillé avec eux pour voir comment on pourrait, à partir de la flotte actuelle de véhicules, mettre en place ce service de navette-là. Donc, je vous dirais, tout le monde a travaillé dans la période des fêtes pour, je dirais, arriver là, à structurer ce service-là, puis aussi à former notre personnel qui, au niveau de la parce que bon, c'est un service d'information sur réservation. Donc, ça prenait aussi des gens qui répondaient au téléphone, qui prenaient réservation. Donc, il y a tout un processus de formation du personnel important qu'on a mis en place. Alors, écoutez, voilà, on est bien fiers d'arriver au 18 janvier. Je vous dirais qu'on est quand même encore en période de rodage parce que, bon, on a mis le service en place, on apprend à le faire fonctionner. Mais bon, tout est fonctionnel. Il y a des navettes qui roulent quotidiennement un peu partout sur le territoire de la Gaspésie. Dans votre secteur, par exemple, là, quelqu'un qui vous attend à Mont-Louis, il appellerait tout simplement sur notre ligne d'information. Et tout dépendamment de où il est sur le territoire de la Gaspésie, il fait une option là, je dirais, d'appel. Et donc, il y a une répartitrice qui va prendre la réservation de la personne. Donc, 24 heures à l'avance pour dire, bon, ben, tel jour, je veux me rendre au point à Mont-Louis. Donc, les gens demeurent, nous, on passe sur la 132. Donc, on prend les gens devant chez eux ou sur notre réseau d'arrêt. Puis, on les amène à l'arrêt d'Orléans, je dirais 15 minutes à l'avance pour qu'il y ait le temps, là, s'ils veulent acheter un billet, faire des trucs. Et c'est pareil au retour, les gens réservent leur navette et donc la navette va attendre au point d'arrêt d'Orléans pour ramener les gens là près de leur lieu de domicile. Alors, c'est sûr que la prochaine année, je pense qu'il va y avoir beaucoup de excusez-moi, de changements ou de réflexion par rapport à des desserte interurbaine partout au Québec. Dans notre région aussi, le ministre, lors de l'annonce, a dit, écoutez, pour l'instant, on finance cette solution de remplacement-là pour 1 an. On verra dans 1 an quelle desserte voudra offrir Orléans ou en tout cas quelle desserte sera autorisée par la Commission des transports en vue du bilan d'Orléans. Et donc, j'imagine que la MTQ va se positionner aussi sur la poursuite
plus de renseignements sur l'utilisation du nouveau service de navette vers les arrêts d'Orléans Express ou pour réserver votre place à bord, il suffit de téléphoner au 1-877-521-0841. Il est également possible de consulter directement le site web de l'organisme au www.monregime.net. Il est important de noter que le service de navette de la Régime est disponible uniquement sur réservation et ce, 24 heures à l'avance. Les organismes à but non lucratif ou comités œuvrant sur le territoire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis qui désirent réaliser un projet peuvent déposer une demande d'aide financière au Fonds de visibilité de Northland Power et de Quartier Énergie Éolienne. Pour sa part, le Fonds de visibilité de Northland Power vise à soutenir les projets durables et structurants tout en appuyant des projets ponctuels et des activités périodiques. Tout organisme sans but lucratif, constitué en personne morale ou non, peut présenter un dossier de mise en candidature. L'organisme doit réaliser son projet ou ses activités dans les limites territoriales de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Afin d'avoir plus d'informations sur le fonds de visibilité, nous avons rencontré Mme Marie-Ève Landry, coordonnatrice des affaires pour le Québec chez Northland Power. Pourquoi Northland Power a tenu à mettre sur pied le fonds de visibilité? Le fonds de visibilité a vu le jour suite à une entente intervenue entre la municipalité et Northland Power concernant les contributions volontaires. Les contributions volontaires, c'est que nous donnons par mégawatt installé un montant de 1 000 $, ce qui contribue à 105 000 $ versés à la municipalité directement, et le fonds de visibilité, 275 $ indexés annuellement pour les organismes à but non lucratif. Et Northland Power a tenu à faire ça pour venir en aide aux organismes de la communauté. Aux communautés dans lesquelles vous avez des parcs éoliens? Oui. Combien va être investi cette année là, dans le fonds de visibilité? Dans le fonds de visibilité, cette année, il y aura un montant tout près de 30 000 $ qui vont être admissibles pour les organismes. Une fois que qu'un organisme ou une association dépose un projet, comment sont étudiées justement là, ces demandes de projet? Bien, moi, je fais une première analyse des projets pour m'assurer qu'ils répondent à toutes les conditions. Ensuite, il y a un jury qui est formé de 2 représentants de la municipalité, dont le maire, d'un représentant des citoyens, d'un représentant du CLD et d'un représentant de Northland Power. Et avec les critères de sélection que nous avons dans la demande de contribution financière, nous analysons tous les projets. On recherche des projets structurants et aussi qui peuvent servir à une plus grande clientèle dans la communauté. Donc, ils ont le plus grand impact possible au sein de la communauté. Aussi, les projets sont retenus. On a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de beaux projets. On ne peut pas tous les satisfaire. On a un budget à respecter. Puis, on va s'assurer, au lieu de donner un peu à chaque organisme, on va regarder le projet, puis on va s'assurer que si on donne des sous, la faisabilité du projet va être là. Fait que, des fois, on va donner plus à un organisme, on n'en donnera pas à un autre cette année-là. L'année d'après, on essaie de faire une rotation pour combler toutes les... Parce qu'il y a toujours plus de demandes que de moyens, c'est certain. Je vous dirais qu'en moyenne, là, on reçoit pour à peu près 80 000 $ de demandes par année, puis on a un budget d'environ 30 000 $. Donc, oui. Depuis justement sa création du Fonds de visibilité, combien d'argent ont été versés aux organismes et associations pour soutenir des initiatives locales? Depuis 2011, nous avons versé environ 117 000 $ au Fonds de visibilité. Excellent, mais je vous remercie beaucoup, Mme Landry. Les formulaires de demande de contribution financière au Fonds de visibilité de Northland Power sont disponibles au bureau de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Les dossiers de mise en candidature doivent être déposés ou postés au plus tard le 13 février à 16 h. De son côté, Quartier Énergie Éolienne a accepté de venir en aide à titre de citoyen corporatif aux différents organismes sans but lucratif œuvrant sur le territoire de la municipalité en instituant un fonds désigné comme le Fonds de visibilité destiné à contribuer au développement social et communautaire. Est admissible tout organisme à but non lucratif ou comité reconnu par la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis ayant son siège social et ou œuvrant sur le territoire de la municipalité et dont la mission est dédiée à l'amélioration de la vie sociale,
culturelle ou économique de la municipalité et de ses résidents. Les formulaires de demande d'aide financière sont disponibles au bureau de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Les demandes doivent être déposées à la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis au plus tard à 16h le vendredi 13 février prochain. Afin d'avoir plus d'informations sur le fonds de visibilité de Quartier Énergie et Éolienne, nous nous sommes entretenus avec M. Luc Leblanc, directeur des affaires publiques chez Quartier Énergie et Éolienne. Pour nous, pour Quartier Énergie et Éolienne, c'est important d'être présent dans le milieu. Et c'était également important, il faut le dire, là, dès le départ, au niveau des négociations qu'on a eues avec les municipalités et quartiers, c'était important des deux côtés de la table de mettre en place un fonds qui servirait justement à aider les organismes à organiser des activités, à dynamiser le milieu. Et au lieu de que chaque organisme fasse des demandes directement à quartier, on a mis en place ces fonds d'aide aux organismes là pour répondre à ce besoin. Mont-Louis reçoit cette année tout près de 15 000 $. Donc, comment ça fonctionne? Les organismes du milieu vont venir déposer leurs demandes directement aux municipalités. Souvent, les municipalités ont un formulaire où les organismes remplissent là, différents éléments à l'intérieur de ce formulaire-là et déposent à la municipalité. La municipalité va faire une première priorisation des projets. Donc, selon les objectifs, selon les critères qu'elle se donne. Et par la suite, vont passer une résolution et ils vont nous envoyer cette résolution-là. Nous, on prend de la résolution, on regarde les projets qui ont été octroyés ou qui ont été demandés par la municipalité. Et si ça correspond aux objectifs, aux grands objectifs là du fonds ou de quartier, à ce moment-là, on verse directement les montants aux organismes qui ont été sélectionnés par les municipalités. Ce qu'on veut, c'est que ce soit des organismes sans but lucratif principalement, ou encore ça peut être des organismes qui sont quand même bien présents dans le milieu, qui sont pas nécessairement enregistrés là en tant que tels, parce qu'il faut faire certaines distinctions là. Des fois, par exemple, les Chevaliers de Colomb, les Clubs Lyon, ils n'ont pas toujours le même statut légal, mais nous, on se barre pas nécessairement les pieds là-dedans. Donc, si la municipalité approuve ou mentionne qu'un organisme quelconque a un bénéfice dans sa communauté et souhaite qu'il y ait une partie du fonds qui aille à cet organisme-là, à ce moment-là, nous, on prend acte de ça et on verse les fonds. Principalement, on fait confiance aux gens du milieu et je pense que c'est ça qui est la beauté de la chose, c'est que les conseils municipaux sont vraiment sur le terrain, connaissent leur milieu et savent à quel endroit qu'ils ont le plus grand besoin. Donc, nous, on se fie à ça. Donc, pour nous, comme je vous mentionne, c'est assez simple. Pour les municipalités, là, peuvent se donner plus de critères, mais règle générale, là, à peu près tous les organismes peuvent appliquer au fond. Les bibliothèques de Gros-Morne et de Mont-Louis font peau neuve au grand plaisir des amateurs de lecture. En effet, des comités de bénévoles ont été mis en place dans chacune des bibliothèques afin de rendre les services encore plus accessibles et d'offrir de nouvelles activités à la population. La municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis était heureuse d'annoncer la relance de ses bibliothèques à Gros-Morne et à Mont-Louis. Grâce à l'implication de bénévoles, les bibliothèques offrent dorénavant une plus grande plage d'ouverture et proposeront une programmation d'activités qui saura plaire aux utilisateurs. La municipalité avait exprimé sa volonté de mettre en place un service de bibliothèque qui répondrait aux besoins de la population. L'appel de la municipalité a été entendu et un comité de bénévoles s'est rapidement mis en place dans les bibliothèques. La population était conviée le 18 janvier dernier à une activité spécialement organisée pour souligner la relance de la bibliothèque de Mont-Louis. Les enfants ont notamment pu assister à un conte animé. Le comité a profité de cette occasion pour présenter les nouvelles heures d'ouverture et les nouveaux services. Madame Emma Desjean, responsable du comité pour la bibliothèque de Mont-Louis, nous parle du comité des bénévoles, des nouveaux services et des activités que le comité souhaiterait réaliser. Oui, on est une dizaine de bénévoles, des super bénévoles motivés, avec plein d'idées. Donc, c'est vraiment agréable de travailler ensemble pour redynamiser ce beau lieu collectif qu'est la bibliothèque. C'est important parce que, la bibliothèque ici fonctionne que par bénévolat, donc il n'y a personne qui est rémunéré. Donc, c'est important qu'il y ait des gens qui s'impliquent puis
Puis à plusieurs, ben on est capable de faire plus d'heures d'ouverture, plus d'activités, des heures du compte. Lancer des idées, des projets, des nouveaux services, comme je le disais, plus d'heures d'ouverture. Certains dimanches, il va y avoir des heures de compte. Donc, on va l'annoncer un petit peu à l'avance, là, les dimanches matins. On a aussi certaines idées là, avec vous, Télé-Soleil, un partenariat pour justement les contes, puis peut-être des critiques littéraires. Il y a aussi un projet pour l'été de club de lecture. Donc, je suis en train de regarder ça avec Patrick Rioux, là, qui travaille avec les jeunes, donc en partenariat avec le Camp de jour. Il y a aussi un projet qui s'appelle Une naissance, un livre, donc qui est disponible aux mamans, papas qui ont des enfants en bas d'1 an ou d'une naissance proche. Dans le fond, ils inscrivent leur enfant à la bibliothèque, puis là, ils reçoivent une trousse gratuite avec des livres de Toupie et Binou, des magazines pour les parents, puis toutes sortes d'autres belles choses comme ça. Mais en fait, nous, on est affiliés avec le réseau Biblio, donc on a une rotation d'une grande partie de la collection qu'eux, ils nous prêtent finalement. Le tiers de la collection, elle est renouvelée aux 6 mois, donc il y a toujours des nouveautés à tous les 6 mois. Puis aussi, en plus de notre collection locale, par contre, s'il y a des livres qu'on n'a pas en tablette, ce qui est fort probable si on a des demandes spéciales, nous, on peut le commander partout dans le réseau. Puis au-delà du réseau, donc on a probablement accès à tout ce que vous cherchez, là, ce qui est des livres. Puis... La bibliothèque de Mont-Louis est ouverte les mardis de 13h à 14h30, les jeudis de 18h30 à 20h et les dimanches de 9h à 10h30. Du côté de Gros-Morne, la bibliothèque, qui était fermée depuis environ 4 ans, est à nouveau accessible à la population. La responsable du comité de bénévoles, Mme Noëlla Thériault, était heureuse de constater l'intérêt des bénévoles pour la relance du service à Gros-Morne. Le comité de la bibliothèque de Gros-Morne souhaite également mettre en place de nouvelles activités, telles que des contes animés pour enfants. La bibliothèque de Gros-Morne est ouverte les mardis de 15h à 16h30 et les samedis de 13h30 à 15h. Le maire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, M. Serge Chrétien, a tenu à saluer l'implication des bénévoles qui ont rendu possible l'amélioration des services des bibliothèques municipales. Oui, je suis bien content de refaire à nouveau les bibliothèques, puis aussi de remercier les gens qui sont présentés autant à Mont-Louis qu'à Gros-Morne pour la réouverture. Fait que je suis bien content que ça se passe de cette façon-là. Puis, je voudrais aussi remercier les nouveaux bénévoles qui sont impliqués. Puis aussi, en particulièrement, Mme Annie-France Letourneau pour son implication dans les années précédentes. Ça fait que je la remercie. En décembre dernier, la Sûreté du Québec a mis en place une vaste opération nationale de contrôle de conduite avec faculté affaiblie. Notre collègue Patrick Lévesque s'est entretenu avec un porte-parole de la Sûreté du Québec afin de dresser un bilan des opérations qui ont été réalisées en région. Nous entretenons avec M. Claude Doiron, qui est agent d'information pour la Sûreté du Québec et qui est responsable du district Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Lors de la dernière période des fêtes, la Sûreté du Québec, conjointement avec d'autres corps policiers du Québec, a mis en place l'opération Vaccin. Bonjour, M. Doiron. Oui, bonjour. Donc, nous aimerions faire un bilan avec vous là, de l'opération, de cette opération Vaccin en région. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu c'était quoi l'opération Vaccin? D'abord, disons que l'opération Vaccin veut dire vérification accrue de la capacité de conduite, intervention nationale. Alors, l'acronyme Vaccin, c'est ce que ça veut dire. Alors, dans le cadre de cette opération concertée, comme vous l'avez dit, avec d'autres services de police à travers le Québec, cette opération visait à cibler la capacité de conduite affaiblie par la drogue ou par l'alcool lors de la période du temps des fêtes. Donc, il y a beaucoup de contrôles routiers qui ont été effectués durant cette période-là pour détecter ces conducteurs qui, en fait, n'ont pas encore compris que l'alcool, la drogue et la conduite automobile ne vont pas de pair. Justement, combien de contrôles routiers ont été effectués en région? Cette année, il faut dire que l'opération Vaccin avait lieu entre le 27 novembre 2014 au 4 janvier dernier, donc une période de 5 semaines. Et durant cette période-là, pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, les îles de la Madeleine inclus, nous avons effectué 392 contrôles routiers. Donc, c'est 392 barrages routiers que nos policiers, dans nos 17 postes de l'Est du Québec, donc
à partir de l'Apocatière aux îles de la Madeleine. Nous comptons 17 points de service de la Sûreté. Donc, nos policiers, nous sommes environ 450 policiers en passant dans l'Est du Québec, ont effectué 392 contrôles routiers versus 191 contrôles routiers l'an dernier pour la même période. Donc, il y a eu beaucoup plus d'interventions. Beaucoup plus d'interventions et peut-être on pourrait croire d'ailleurs que ça a eu une certaine influence au niveau des résultats. Voyez-vous, cette année, durant cette période-là, il y a 59 personnes qui ont été interpellées pour conduite avec capacité affaiblie par l'alcool ou par la drogue, comparativement à 67 l'an dernier qui ont été arrêtés pour les mêmes raisons. Donc, on voit ici une nette diminution. Il y a cette année 77 personnes à qui on a demandé de se soumettre à une épreuve c'est-à-dire qu'on a demandé de fournir un échantillon d'haleine dans un appareil de détection approuvé. Donc, 77 personnes à qui nous avons demandé, sur le bord du chemin, sur la chaussée, de souffler dans un petit dépisteur d'alcool. Donc, on ne parle pas ici d'un alcotest. C'est un dépisteur d'alcool. Il y en a 77 à qui on a demandé de souffler, comparativement à 84 l'an dernier. Et pour la même période, il y a 9 personnes qui se sont vues émettre un constat d'infraction pour ne pas avoir respecté la tolérance zéro inhérent à leur permis de conduire. Parce qu'on sait que les gens qui possèdent un premier permis de conduire, ce qu'on dit être en possession d'un permis probatoire, ces gens-là, on le sait, sont en tolérance zéro au niveau de l'alcool. Donc, on ne parle pas ici du 0.08. On parle de 0.00. Donc, ces gens-là, qui en sont à leur premier permis de conduire, ne doivent absolument pas consommer même une seule bière avant de conduire leur véhicule automobile. Et cette année, il y en a 9 qui ont été interpellés, comparativement à 11 l'an dernier pour la même période. Et je termine en vous disant que vous savez que maintenant, nos policiers peuvent faire la détection de drogue au volant maintenant, où on va soumettre un automobiliste qui ne sent pas l'alcool, mais par contre qui a des symptômes d'alcoolémie, des symptômes d'ivresse. On peut soumettre cette personne-là à des épreuves de coordination de mouvement qu'on appelle. Donc, c'est une série de tests où on va demander à la personne, par exemple, de marcher sur une ligne droite, de toucher le bout de son nez, de se tenir en équilibre. Alors, on vérifie la pupille, la dilatation de la pupille de l'œil. Alors, c'est une série de petits tests qu'on doit faire passer. Et ça nous aide à comprendre que cette personne-là est peut-être en capacité affaiblie par autre chose que l'alcool. Cette année, c'est 2 automobilistes qui ont été soumis à des épreuves de coordination de mouvement, comparativement à 3 l'an dernier pour cette même période-là. Donc, on parle de pratiquement 2 fois plus de barrages cette année, de contrôles effectués cette année par les différentes forces policières. Ensuite, mais le nombre de personnes a diminué au niveau des conduites avec faculté affaiblie. Est-ce qu'on peut conclure que le message passe de mieux en mieux auprès des automobilistes? Nous, on croit que le message, oui, passe de mieux en mieux. C'est certain que lorsqu'on accentue, et ça, on l'avait dit, c'était pas des blagues, les gens disent parfois, vous dites ça chaque année, il y aura présence accrue des policiers durant la période du temps des fêtes, mais écoutez, là, on le démontre nettement ici, avec doublement plus de présence policière durant cette période-là. Est-ce que les gens, à un moment donné, s'en sont rendus compte qu'ils voyaient de la police partout et ça a donné ces résultats-là? On pense que ça a eu cette influence-là, oui, certainement. On pense aussi que les différents messages qui sont véhiculés par nos partenaires, comme la Société d'assurance automobile, par exemple, on pense qu'enfin, au Québec, le message commence à passer, que les gens commencent à comprendre que oui, la capacité de conduite par l'alcool ou par la drogue, ça a des effets néfastes au niveau de la famille, au niveau de l'emploi. Alors, ça a des conséquences monétaires, le casier judiciaire, tout ce qui s'ensuit. Je pense que les gens commencent enfin à comprendre parce que cette diminution-là, au niveau du nombre de personnes qui ont été interpellées en capacité affaiblie, cette diminution-là, on la rencontre aussi partout ailleurs au Québec. Donc, il n'y a pas juste le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les îles où on retrouve cette diminution-là. C'est aussi au niveau provincial qu'on retrouve ces mêmes chiffres-là. Mais bon, peu importe comment c'est que le message est entendu, les gens vous voient votre présence. L'important, c'est que le nombre diminue et que nos routes soient beaucoup plus sécuritaires durant cette période. Je vous remercie beaucoup, M. Doiron. Ça me fait plaisir. Et on se reparle éventuellement pour faire un bilan, justement, le bilan routier de 2014. Absolument. Alors, c'est un bilan qui est à venir au cours des prochaines semaines. Alors, nous vous le laisserons savoir. Merci beaucoup. La 18e édition du Téléradioton de la ressource des personnes handicapées Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les îles a été encore une fois cette année une grande réussite.
La solidarité de la population de la région a permis à l'organisme de dépasser l'objectif qu'elle s'était fixé pour cette édition. Bienvenue au 18e Téléradioton de la Ressource. Pour sa 18e édition, la ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine était fière d'annoncer qu'elle avait dépassé l'objectif de 275 000 $ qu'elle s'était fixé pour sa collecte de fonds annuelle. Dans le cadre de cette édition du Téléradioton, les bénévoles de l'organisme ont réussi à amasser 307 765 $ en dons. Pour la région de la Gaspésie-Nord, c'est plus de 33 000 $ qui ont été récoltés auprès de la population. La coordonnatrice de l'événement, Mme Sarah Saint-Pierre, était visiblement heureuse des résultats de cette 18e édition. Elle souligne que la réussite du Téléradioton est le résultat d'un effort collectif. Je vous dirais que c'est un succès mur à mur. C'est vraiment un succès. Donc, on est vraiment satisfait de la générosité de la population là, dans le contexte économique dans lequel on est. On peut pas être plus satisfait que ça. On n'a pas beaucoup de subventions, donc cet argent-là, c'est la totalité. On couvre l'Est du Québec au complet. 1400 membres, 4000 demandes à peu près par année. Alors, on peut faire un calcul rapidement, puis tout ce qui est spécialisé est toujours très, très dispendieux. Puis la majorité des personnes handicapées sont souvent sur le seuil de la pauvreté. Alors, ça fait toute la différence. Le mandat de la ressource est quand même large, c'est d'aider toutes les personnes handicapées dans toutes les sphères de l'activité humaine, ainsi que leurs familles, mais entre autres l'achat et le prêt d'équipements spécialisés, pour leur redonner leur autonomie le plus longtemps possible. C'est avec un grand enthousiasme que le Musée de la Gaspésie a annoncé la mise en ligne de la toute première application mobile produite par un musée en Gaspésie. L'application qui porte le nom Amuse Personnage vise à faire découvrir l'histoire de la Gaspésie de façon tout à fait unique et ludique. Amuse Personnage est un jeu éducatif qui se joue sur iPad et s'adresse aux enfants et aux familles. Le but du jeu est d'associer des objets que l'on retrouve dans l'exposition permanente du musée avec le personnage gaspésien lui correspondant. De Jacques Cartier au pêcheur de morues, en passant par les Micmacs et le soldat de la Deuxième Guerre mondiale, chacun de ces personnages explique une partie de l'histoire de la péninsule gaspésienne. La coordonnatrice à l'animation et à la gestion des collections du Musée de la Gaspésie, Mme Vicky Boulay, a souligné que l'idée de produire une application mobile est née du souci d'intéresser davantage les jeunes à leur histoire en utilisant des moyens technologiques avec lesquels ils sont familiers. Le Musée de la Gaspésie croit qu'il est primordial pour eux d'offrir un produit culturel dans lequel les jeunes se reconnaîtront et qui améliorera leur expérience de visite. L'application gratuite est disponible en français pour iPad sur l'App Store. Consultez le www.museedelagaspésie.ca pour obtenir plus d'informations sur l'application. Si vous avez des nouvelles, des commentaires ou des suggestions à nous transmettre, veuillez nous contacter à Télésoleil, soit par la poste au casier postal 37 Mont-Louis G01T0, soit par courriel à télésoleil@globetrotter.net ou soit directement au bureau au 1 1er Avenue Ouest à Mont-Louis. La date limite de tombée est le mardi midi. Ce bulletin de nouvelles est aussi disponible sur le site de Télésoleil au www.télésoleil.com dans la section Bulletin de nouvelles. Nous vous remercions de votre attention et à la semaine prochaine.